vois qu'il y a déjà une question sur la relation entre tout ce qui est mécanisme de marché carbone et l'article, enfin, tout ce qui est article 6, 6.2, 6.4 et compensation. Voilà. Quelle est la relation? Ça, c'est la question de Samir Sherif de la STEG. Oui, merci pour. Est-ce que je suis. Non, voilà, vous m'entendez. Merci pour cette question. Alors, le lien entre les compensations volontaires et les marchés 6.2, 6.4, pour l'instant, puisqu'on a. Je pense que le lien le plus direct qu'il puisse avoir, ce serait que des accords sous le 6.2 ou le 6.4 soient certifiés par des standards du marché volontaire. Et c'est pour ça que quelque part la frontière entre ce qu'on appelle un marché volontaire ou l'article 6.2 ou 6.4 va avoir tendance, et a déjà tendance aujourd'hui, à être très flou. On pourrait imaginer par exemple que deux pays se mettent d'accord pour un transfert sous l'article 6.2 et pour augmenter la crédibilité de cet échange, décident de faire valider les réductions par le Gold Standard, par exemple. Similairement, on pourrait avoir les crédits établis sous le mécanisme 6.4 qui soient également certifiés par un standard volontaire. C'est déjà le cas sous le mécanisme de développement propre, donc le CDM en anglais ou MDP en français, où on a des projets qui sont déjà certifiés par le VCS ou le Gold Standard et qui sont également des projets CDM. Donc, on a la possibilité, je pense que le lien le plus clair entre l'article 6 et le marché volontaire, ce serait cette possibilité d'avoir une double certification quelque part, donc des projets qui respectent les règles de l'article 6 et qui en même temps sont certifiés par des standards volontaires. Très bien. Donc, une autre question concernant l'évolution des prix de la compensation sur le marché volontaire, surtout si on le compare, par exemple, à TS, au niveau du marché européen. On sait qu'actuellement, il y a une baisse des prix compte tenu de la crise sanitaire. Donc, par rapport à la compensation, comment se situe le prix carbone? Oui, alors, excusez-moi pour mon téléphone qui sonnait. Alors, les prix du carbone sur le marché de compensation sont, vous le savez peut-être, sont extrêmement volatiles et surtout, il y a une énorme hétérogénéité entre les prix. Donc, on va avoir des crédits qui parfois sont vendus pour 50 cents. 50 cents de dollars par tonne et d'autre part, on va retrouver des crédits qui sont vendus à 50 dollars par tonne. Ça dépend vraiment énormément du type de projet. Est-ce que le projet est certifié, le pays dans lequel il est mis en place. Décidément, je n'ai pas réussi à mettre mon téléphone sur silencieux. Et donc, c'est difficile de parler de l'évolution du prix puisqu'on n'a pas… Il n'y a pas un prix, entre guillemets. On a un prix sur un marché comme le marché européen ou le marché californien, qui sont des systèmes de quotas régulés où tous les crédits sont les mêmes. Sur le marché volontaire, il y a énormément de prix différents. Je pense que le prix moyen aujourd'hui continue à tourner autour de 4 dollars par tonne, ce qui est quand même très bas. Il y a beaucoup plus de demandes aujourd'hui. On peut penser que les prix vont remonter. Après, pour moi, il faut garder en tête le fait que la logique même d'un marché de compensation, c'est d'aller chercher les réductions les moins chères. La logique de la compensation, c'est de dire, voilà, je n'ai pas envie de réduire mes propres émissions parce que c'est trop cher. Et donc, je vais essayer d'aller trouver les moins chers possibles. Et donc, par cette logique même, ça entraîne le prix le plus bas. D'où le fait que essayer de faire une tarification du carbone en utilisant des crédits de compensation, pour moi, est une très mauvaise idée, puisque la logique même, c'est d'encourager un prix bas. Donc, on peut retrouver des bons projets, mais le prix a tendance à rester relativement bas. Bien, souvent, quand on parle de compensation, bien sûr, comme vous venez de le présenter, on a un prix qui n'est pas assez élevé. On cherche aussi la qualité des projets, et pas n'importe quel projet. Mais finalement, si on veut parler de taux de couverture par rapport aux émissions, aux réductions des émissions mondiales, c'est un taux de couverture assez faible.
Oui, tout à fait. Vous savez, si on voit la taille du marché volontaire est quand même assez limitée. Je n'ai même plus vraiment les chiffres en tête. Je dois dire maintenant, j'ai envie de dire que c'est 200 millions de tonnes qui ont été réduites à travers les marchés volontaires. Je ne suis pas exactement sûr. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la quantité de réduction réalisée à travers le marché volontaire est par exemple bien inférieure à la quantité de réductions qui sont couvertes par un système de tarification du carbone, que ce soit à travers une taxe ou à travers un système de quotas d'échange. Donc voilà, oui, clairement, on ne parle pas de la même dimension, et je pense que dans le futur, quoique on aille vers une augmentation du volume de crédits qui serait échangé, puisqu'il y a beaucoup d'entrain pour l'instant, notamment de la part de grandes compagnies privées, que ce soit Microsoft ou des compagnies pétrolières qui essaient de verdir leurs images. En même temps, on va aussi vers plus de politiques climatiques qui mettent un prix sur le carbone, et je pense que ça, c'est très bien. Et donc, il est possible, il est probable qu'en termes de volume couvert par les marchés volontaires, ça va rester relativement limité dans le futur. Très bien. Est-ce qu'on peut dire pour un pays en développement, c'est vraiment un luxe quand on s'oriente vers la compensation carbone, dans la mesure où vraiment ce qu'on cherche derrière, c'est vraiment pas la réduction des émissions, mais plutôt l'amélioration de l'image de certaines entreprises pour aller vers des petits projets de qualité. On en parle trop, mais il n'y a pas grand-chose du point de vue réduction de gaz à effet de serre. Je pense que il y a clairement cette question de savoir voilà, que les grandes compagnies veulent acheter ces crédits pour verdir leur image, et il y a des problèmes de greenwashing, etc. Comme je le disais, au niveau d'un pays en voie de développement, il peut y avoir des bénéfices de la mise en place de projets spécifiques qui délivreraient des co-bénéfices pour l'environnement ou pour les populations locales. Après, pour moi, c'est assez clair que il est beaucoup plus dans l'intérêt d'un pays d'obtenir de la finance climatique ou de vendre des crédits de contribution plutôt que de vendre des crédits de compensation, puisque ces crédits ne vont pas aider le pays à atteindre son objectif. Et voilà, même au-delà de la dynamique et de l'intérêt du pays au niveau de l'intérêt national, il y a cette dynamique internationale que le crédit de compensation, finalement, n'est pas une réduction au niveau mondial, puisqu'il permet à une entreprise ou à un autre pays de continuer à émettre. Donc, au niveau global, on ne réduit pas vraiment les émissions avec des crédits carbone. Et au niveau local, on ne bénéficie pas forcément de réduction non plus, puisque ces réductions ne peuvent pas être comptabilisées. Donc, moi, ma vision des choses, c'est que ça a vraiment beaucoup plus d'intérêt pour un pays d'obtenir de la finance climatique ou de s'engager à d'accepter de vendre des crédits de contribution, et plutôt que de vendre des crédits de compensation. Et donc, je vois l'intérêt pour des pays en voie de développement de soutenir cette idée de crédit de contribution et de dire, voilà, nous, on n'a pas intérêt, on n'a pas envie de vendre nos réductions d'émissions à des grandes compagnies internationales qui ont beaucoup de ressources. Pourquoi est-ce que son compagnie ne pourrait pas plutôt soutenir notre action climatique à travers ce type de crédit de contribution? Ouais. Dans votre présentation, vous avez fait un rappel sur le système Corsia. Alors, on n'a pas eu l'occasion, franchement, d'évoquer ce système dans nos sessions de formation. Je sais que c'est un thème, je ne dis pas innovant, mais très intéressant dans la mesure où, au niveau des négociations internationales sur les changements climatiques, l'un des grands problèmes, c'était comment intégrer les émissions dues à l'aviation dans tout ce qui est inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur l'état d'avancement au niveau de système de comptabilisation et surtout les perspectives concernant le marché carbone au niveau du secteur aviation? Oui, alors au niveau de la comptabilisation, je pense qu'on en reste toujours dans une situation très difficile au niveau de l'action de l'Agence des Nations Unies pour le climat. Je ne pense pas qu'il y ait eu énormément d'avancées pour l'inclusion des secteurs internationaux très concrètement dans les NDC. Après, il faut garder à l'esprit que certains pays, certaines régions ont inclus ces secteurs dans leur NDC. Si on regarde la NDC de l'Europe, par exemple, qui mentionne clairement que
elle vise à obtenir une certaine quantité de réduction pour toute l'économie. L'économie, ça inclut le secteur du transport international. Et même l'objectif de l'accord de Paris, c'est d'avoir des décès qui incluent toute l'économie, donc qui inclut bien toutes les réductions, y compris internationales. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un débat sur comment allouer, comment distribuer ces réductions entre les pays. Et donc, l'accord Corsia le marché Corsia a été mis en place. Corsia, c'est un système qui nécessite de la part des pays participants que les vols entre ces pays participants compensent une partie de leurs émissions. Spécifiquement, il s'agit de compenser la croissance des émissions de CO2 de vols internationaux au-delà du seuil de 2019. Donc, on a mesuré les émissions de CO2 pour les vols internationaux en 2019 et tout ce qui serait au-dessus de ce seuil devrait être compensé. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, quand on le dit comme ça peut paraître être un objectif climatique décent. En réalité, ça veut dire que ça couvre très, très peu d'émissions du secteur, puisqu'on parle des émissions de CO2, donc on ne parle pas de CO2 équivalent, on parle uniquement de CO2, donc il y a beaucoup d'effets du secteur aérien qui ne sont pas dus au CO2. On parle des vols internationaux, donc on va ignorer tous les vols, que ce soit des vols nationaux dans des grands pays, par exemple aux États-Unis, en Chine, en Inde, ça représente une partie significative des émissions. Et enfin, on ne compense que la croissance des émissions au-delà de 2019. Donc toutes les émissions qu'on a jusqu'à aujourd'hui, en fait, on n'y fait rien. D'autant plus qu'avec l'impact du Covid-19, où on le sait, les compagnies aériennes volent très peu, donc leurs émissions aujourd'hui sont très basses. Et on ne s'attend pas à ce qu'elles soient au-delà du seuil de 2019 avant 2023, 2024, 2025. C'est pour ça que je disais tantôt qu'on ne savait pas exactement quand est-ce que le mécanisme Corsia prendrait vraiment forme. Donc, oui, il va y avoir une certaine demande de crédit de compensation de la part des compagnies aériennes. Et jusqu'à l'année dernière, beaucoup d'acteurs sur le marché carbone pensaient que ce serait vraiment une demande significative et que ça allait pousser et tirer le marché. Aujourd'hui, avec l'impact du Covid-19 et des mesures qui ont été prises pour réduire son impact sur le secteur aérien, il y a beaucoup plus de questionnements de savoir est-ce que finalement les compagnies aériennes vont vraiment constituer une demande majeure de crédit ou non. En tout cas, si elles demandent beaucoup de crédit, ce sera pas avant 3, 4, 5 ans.